Donc, de fait, pas de jeu, pas de droit, mais de fait, la propriété des banques canadiennes est déjà socialisée par le biais des caisses de retraite et des fonds d'investissement. Donc, l'expropriation, c'est une expropriation de nous-mêmes, finalement, comme société. On n'est pas en train d'exproprier les investisseurs étrangers. D'ailleurs, il y a des limites. Une banque canadienne ne peut pas être détenue qu'à plus que 30% par aucun étranger. Le capital étranger dans une banque canadienne ne peut pas être plus qu'à 30%. Donc, on n'est pas en train d'exproprier les étrangers, on est en train de s'exproprier nous-mêmes. Puis on n'est même pas en train d'exproprier nécessairement Westmount ou les gens de la banlieue de Richmond Hill à Toronto. On est en train d'exproprier les salariés. Parce que par nos caisses de retraite, par notre plan collectif, on détient une grande partie des banques. Donc ça, c'est une première affaire que je tiens à dire qui est importante. Par contre, il y a d'autres éléments qui me semblent plus importants. On pourrait penser à une banque publique sans... Mettons qu'on dit, on ne veut pas tout nationaliser. Qu'est-ce qu'une banque publique pourrait faire qu'une banque privée ne peut pas faire? Eh bien, une banque publique peut avoir une politique de crédit dirigé, par exemple. Elle peut dire, eh bien, nous, la variation du crédit qu'on offre aux entreprises, c'est en fonction des critères qui ne sont pas juste de rationalité capitaliste, mais qui sont de rationalité sociale ou écologique. Autre chose qu'une banque publique pourrait faire, c'est de financer les circuits économiques courts, c'est-à-dire de trouver une façon, ce que le mouvement Desjardins faisait avant, il ne fait plus depuis 15 ans, trouver des façons de garder l'épargne, de faire travailler l'épargne locale dans les localités où se trouve, de façon de créer des circuits économiques qui sont rattachés au développement de localités, plutôt que de centraliser la production prêt et de centraliser la distribution de l'épargne. On pourrait aussi, et ça je pense que ça serait important à faire, interdire carrément par une régulation sur les banques certaines pratiques financières qui sont à interdire, dont la titrisation. Dont la titrisation, ça devait être... C'est demain matin, on dit c'est fini, vous ne faites plus ça, c'est pas nécessaire, ça donne à rien, ça fait juste brasser du papier inutilement. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un, ben, vous êtes pogné avec le prêt. Assumez, c'est ça. Tout le secteur des produits dérivés aussi pourrait faire l'objet d'une réglementation, et ça serait possible. Tout simplement en marginalisant les acteurs qui continuent à agir dans ces champs-là. Quelques autres éléments, après ça je vais ouvrir la discussion. Réglementation, publique, crédit dirigé. Il y a deux éléments, je pense, qui sont connexes, qui ne sont pas rattachés, mais qui me semblent importants. Si on regarde, les banques canadiennes font des profits absolument hallucinants. Puis on se demande où vont ces profits-là. Oui, elles vont en dividendes, puis donc elles vont finalement dans le pool des banques collectives, mais elles vont beaucoup aussi en bonus et en salaire, en complément de salaire à ceux qui travaillent dans les banques. Et donc, si on ne s'attaque pas à ce problème-là, si on décide de nationaliser ou de créer une banque publique ou de peu importe, on va se faire face à cette opposition de ces gens-là à l'interne qui s'enrichissent par le biais de la ponction que le système bancaire opère sur l'économie. Et donc, il faut penser une articulation d'une politique bancaire à une politique de plafonnement des revenus, je pense, soit par l'impôt progressif radical ou tout autre dispositif. Autre complément, il faut avoir un débat sur les retraites et comment on va les financer. Parce que tant qu'on a un système de retraite privé qui délègue la gestion de l'épargne à des banques privées, eh bien, même si on interdit la fabrication de titres, on va avoir une demande de titres. Et donc, on va aller les chercher ailleurs ou on va les créer de manière détournée. Donc, il faut avoir un débat vraiment complet sur les retraites. Qu'est-ce qu'on fait avec notre système de retraite par capitalisation? Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on passe à un système plus juste qui serait basé sur la répartition? Ça, je peux y revenir plus tard. La répartition, c'est que tu prends l'argent d'aujourd'hui et tu le donnes aux gens qui sont retraités aujourd'hui. La capitalisation, ça se présente de la manière suivante idéologiquement. Après ça, c'est que tu prends l'argent des gens qui s'en vont vers la retraite et qui travaillent encore, tu ponctionnes de l'épargne, tu le mets de côté, puis cette épargne-là, par une espèce de dispositif magique, il travaille. Puis, quand il a fini de travailler, la personne part à la retraite, puis elle a accumulé des droits dans le passé sur la richesse qu'elle fait valoir au moment de sa retraite. Elle dit, bien là, toute cette chunk-là de richesse là, que vous produisez en ce moment, là, vous travaillez, vous autres, là, moi je ne travaille plus, j'ai pris ma retraite, mais vous produisez cette richesse-là, est à moi. Pourquoi? Parce que je l'ai acquise dans le passé par un dispositif magique qui s'appelle la capitalisation. Ce que ça fait, c'est que ça voile le fait que c'est toujours les gens qui travaillent aujourd'hui qui font vivre les gens qui sont à la retraite, sauf que dans le système public, tu as un débat
C'est quoi, comment on répartit la richesse entre nous? Dans le système par capitalisation, tu n'as pas de débat, tu as un rapport de force qui passe par le marché. C'est les actionnaires qui demandent les plus hauts rendements à l'économie, les salariés qui sacrifient pour que les entreprises puissent faire des profits, pour qu'ils puissent verser des dividendes élevés, pour qu'on puisse valider les retraites. Donc, il faut avoir un débat sur les retraites, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre système de retraite. Puis, dernier élément qu'il faudrait rentrer dans une politique progressiste, c'est repenser la loi autour des caisses, des coopératives de crédit. Parce que Desjardins, parmi toutes les banques, c'est peut-être la plus rapace. C'est celle qui est allée le plus loin dans le modèle d'affaires des banques d'investissement, oui. Penses-tu que c'est possible d'arrêter juste 2 minutes? Parce que moi, j'entends plus rien avec la caméra. Il y a trop de bruit d'arrière-fond en ce moment. C'est juste le robinet d'eau qui est vraiment vide. C'est le robinet, la toilette, puis la poubelle, puis aussi c'est correct, non? Si vous voulez une vidéo qualité, moi, OK, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, il faudrait absolument repenser la loi qui touche aux coopératives de crédit. Parce que Desjardins était le plus loin, a toujours été à l'avant-garde de l'innovation financière. C'était les premiers à faire des prêts réels. C'est un dispositif absolument horrible et indécent. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On endette les gens en leur promettant un placement qui va rapporter moins que le taux d'intérêt qu'ils payent sur leur dette. C'est sûr que pour une banque, c'est génial, ça, parce que la personne, elle ne se désendette pas, elle s'endette, puis en plus, elle vous donne de l'argent à placer, puis toi, tu peux collecter des frais de gestion du placement, puis tu collectes des intérêts de l'autre côté. C'est génial, ça. C'est un modèle d'affaires absolument splendide. Puis c'est Desjardins qui a inventé ça. Donc, Desjardins, faudrait... Bon, il y a plusieurs éléments, mais par exemple, depuis 10 ans, il n'y a plus une caisse qui est capable de gérer ses dépôts elle-même. Il y a une centralisation des dépôts à Desjardins. L'offre de crédit maintenant a été centralisée aussi à Montréal. Il y a vraiment une transformation dans le fonctionnement des jardins qui fait que c'est plus une banque, les caisses locales ne sont plus capables d'avoir une emprise réelle sur leur économie locale. Même qu'avec la création des centres financiers pour entreprises, on a régionalisé finalement en plus le travail des... Donc c'est ça, on a perdu vraiment un autre base. Mais depuis qu'ils ont changé de direction, c'est pas en train de changer ça. C'est bon, ça fait 1 an là. Pas rien vu C'est assez structurant, hein, parce que vous savez, il y a Desjardins, puis il y a Desjardins financières. Desjardins financières, au début, c'était tout petit, mais là, ça a vraiment pris une expansion. C'est Desjardins financières qui fait la norme pour l'ensemble du groupe. C'est eux qui gèrent maintenant qui fixent les objectifs en termes de gestion d'épargne, en termes d'offres de crédit. Donc, il y a vraiment... Mais c'est une question. C'est parce que moi, je l'avais mis qui travaille avec ces échanges. Oui, puis ils disent que ça va revenir à... Ils sont en train de leur donner plus de pouvoir aux caisses. En tout cas, c'est le but. C'est le but, tant mieux, parce que c'est allé loin. Les prétextes. Juste c'était ça le nouveau mandat de la présidente. J'espère que à l'auteur de ça. Moi, je vais arrêter là. J'ai donné quelques éléments, mais on va laisser peut-être dans la discussion des affaires apparaître. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer au MEDAC? Il y a plusieurs administrateurs qui ont quitté, M. Blanc est remplacé. Ouais. Vous ne savez pas? Aucune idée. Et qu'est-ce que vous pensez de la taxation sur les transactions financières? Je suis mitigé. Pourquoi? Parce que ça va être dur à implanter. En isolation, il faudrait que tout le monde le fasse. Il y aurait des mesures plus faciles, je crois, pour régler ce problème. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de taxer les transactions, il y aurait moyen d'interdire carrément certains marchés. Certains marchés, il y aurait moyen de les interdire, ou au moins d'isoler les secteurs bancaires. Donc, ça serait quelque chose qui serait vraiment de spéculation et qui serait laissé à des entités qui décident d'embarquer là-dedans. Si on sépare la fonction de banque commerciale de banque d'investissement, la banque d'investissement, si elle veut jouer sur ces marchés-là, elle pourrait, mais là, c'est que en ayant d'un côté accaparé les fonds, de l'autre côté, en ayant fusionné banque d'investissement, banque commerciale, on a redonné toute cette base, finalement, pour que les banques puissent se servir de ça comme tremplin pour aller jouer dans ces marchés-là. Donc, si on enlève ces deux bases-là, ça va redevenir beaucoup plus maigre comme espace. Et donc, ça va redevenir un peu marginal comme ça l'a été entre 45 et 75. Donc ça, il faut vraiment penser à... Mais c'est quelque chose qui peut commencer à se faire une isolation, mais qu'il va devoir impliquer après ça que d'autres pays emboîtent le pas.
Ça peut quand même. Non, mais il y a moins. Écoutez, on fait l'inverse en ce moment. En ce moment, la Caisse des dépôts et placements a un mandat tacite d'aider la Bourse de Montréal de développer le secteur des dérivés sur change, sur les taux de change et les taux d'intérêt. Et donc, la Caisse des dépôts et placements a un volume de transactions sur le marché des devises qui s'ajuste à assurer que la Bourse de Montréal ait un volume de transactions suffisant pour être sur le radar pour les autres, vis-à-vis des autres bourses de la planète. Donc, on fait le contraire. On a une politique industrielle pour la finance qui vise à mousser notre capacité à développer des instruments spéculatifs. Ça peut se renverser, ça. Oui? Ok, oui, je vais vous laisser. Monsieur en bas, aussi. Oui. Régent. Régent. Daniel, là-bas, il y avait des gens qui j'en ai deux autres après. Tu as expliqué que les banques commerciales, dans le fond, existaient parce que les entreprises avaient besoin de fonds pour fonctionner. Mais on a peut-être une grosse job à faire comme individu par rapport au reste parce que on veut avoir un auto, puis on n'a pas l'argent, mais on veut l'auto pareil, c'est qu'on veut emprunter. Et s'il n'y a pas de gens à côté qui veulent faire de l'argent avec leur argent, ben je ne pourrais pas l'emprunter non plus. Fait que ça, là, demain matin, on ne changera pas ça. Là. Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir profiter du fait qu'ils ont de l'argent ou qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent. Ben ouais, je vois pas. En tout cas, oui, mais. Ben, c'est parce que faut peut-être aller plus loin que juste les mécaniques bancaires, puis s'auto-discipliner, puis se. Ah, mais les propositions plus radicales qui existent, là, il y a du monde qui dit qu'on peut avoir un argent fongible, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'intérêt négatif, et donc ton dollar il vieillit, puis à un moment donné il atteint une valeur zéro. Ça, entre autres, il y a beaucoup de réflexions dans les systèmes bancaires de type musulman qui essaient de respecter certains aspects là, de la finance musulmane, où c'est une économie de désaccumulation. Ça, si on commence à réfléchir à ces aspects-là, on peut aller loin, là, on peut imaginer des économies non monétaires, mais déjà juste, je pense, par exemple, de revoir la problématique de l'endettement des ménages pourrait être régulée de deux manières complémentaires. Un, il faut que les salaires recommencent à évoluer avec l'économie, donc les salaires recommencent à progresser. Deux, les banques ont tous des ratios. Quand ils prêtent un ménage, ils font ça à partir d'un ratio. Puis ce ratio-là est standard. Toutes les banques utilisent le même ratio. Eh bien, un gouvernement, un ministre des Finances, pourrait décider que ce ratio-là, dorénavant, il y a une loi qui dit le ratio, il est de temps. Tout comme, je l'avais dit ce matin, je n'ai pas dit cet après-midi encore, tout comme on devrait avoir une loi qui dit les taux d'intérêt qui sont plafonnés à ça, qui sont. On a un taux de base, qui est le taux de la Banque centrale, puis on a un plafond, puis au-delà de ce plafond-là, c'est l'usure. Puis on pourrait même le décliner en disant, bien, pour le crédit à la consommation, c'est tant, pour une hypothèque, c'est tant, pour un bien durable, c'est tant, pour un investissement d'une PME, c'est tant. Bon, ça, on pourrait avoir un système de taux, de plafond de taux et de taux directeur qui varie en fonction des domaines. Pour éviter que j'exagère. Oui, ça c'est clair. Mais une banque publique devrait faire ça. Une banque publique devrait offrir des taux plus bas, mais en même temps avoir des ratios plus stricts. Sauf que donc, la concurrencerait les autres banques, elle tirerait les autres banques vers le bas, mais en même temps, elle imposerait un ratio d'endettement moins élevé. Sauf que si j'ai de l'argent, je suis intéressé à ce qu'il y a pas. Fait que je vais prendre ça. Ah, mais c'est clair, ça s'appelle des classes, c'est pas grave, ça. Oui. Sauf que, ça, c'est là, mais sauf que comme la majorité de l'épargne dans l'économie, c'est l'épargne que nous, salariés, avons donnée à Bay Street pour qu'ils spéculent avec, puis on a donné ça en se disant on veut une retraite, c'est tout. Si on change ce système-là de la retraite, on dégonfle la balloune. Oui. Et ça, il faut le faire. C'est une priorité. Il faut abolir les régimes de retraite privés puis avoir un régime public universel par répartition. Fini, on arrête de niaiser avec le reste. Écoute, les TCA ont adopté ça. Si les TCA peuvent adopter ça, qu'est-ce que c'est là? TCA, c'est. Le Travailleur canadien automobile, c'est l'opposition. Il y a plein de syndicats qui commencent à aller vers là. Oui, c'est ça. En ce moment, écoutez, il y a un enjeu, là, et vous l'avez dans France, vous avez discuté des retraites, là. Les fonds de retraite, comme nous, on les appelle dans le jargon, on travaille là-dessus, les retraites à prestations définies. Ça veut dire que tu travailles, puis quand tu prends ta retraite, tu as une rente en fonction du salaire que tu as gagné. Dans le secteur privé, ça disparaît. Les entreprises privées ne veulent plus ça parce que c'est elles qui assument le risque. Si jamais le placement qui correspond à ta rente, il n'y a pas fait assez d'argent, l'entreprise, il faut qu'elle crache du cash. Compenser les pertes du marché. Donc, les entreprises ne veulent plus ce système-là. Les entreprises s'en vont vers ce qu'on appelle les RCD,
régime à cotisation déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cotises, l'employeur cotise le même montant que toi, ensemble on cotise. Quand je prends ma retraite, on ne me garantit pas une rente, mais j'ai le droit à la rente qui correspond à la cotisation que j'ai donnée. Si les marchés vont bien, tant mieux. Si les marchés vont pas bien, bien là, tant pis. Sauf que c'est le salarié plutôt que le capitaliste qui assume le risque de retraite. Ça, c'est le modèle d'affaires qui s'impose dans le secteur privé. Alors, une réponse progressiste à ce modèle-là, c'est de dire non, c'est pas ça qu'on veut. On va plutôt permettre aux salariés de cotiser à la RRQ d'une manière beaucoup plus importante, puis d'avoir donc une rente qui est publique. C'est ça le modèle par lequel il faut aller. Ben, on pourrait avoir une partie par capitalisation et une partie par répartition, moi je pense. J'avais Charlotte. Oui, je me demandais ce que tu disais. Au Canada, on aurait refusionné les banques commerciales, les banques d'investissement, puis c'est risqué, mais aux États-Unis, ils n'ont pas refusionné. Ils viennent de le faire, là. Ah oui? Ils viennent de le faire après la crise. Ils n'ont pas refusionné. Non. Puis il y a eu crise, alors que de les défusionner, c'était pour pallier à la crise de 29. Puis la crise, on les fusionne. Puis as-tu une solution à cette fusion-défusion perpétuelle? Bien, c'est parce que les banques commerciales se sont mis à utiliser les services des banques d'investissement dans le cadre de leur circuit de titrisation aux États-Unis. Avant, donc c'est ça, ils n'étaient pas fusionnés, mais... Ils n'étaient pas fusionnés, mais ils étaient interdépendants. Puis là, ils vont fusionner. Là, ils ont décidé de... c'est parce que pendant la crise, à un moment donné, on a offert à toutes les banques d'investissement du crédit de la Réserve fédérale américaine, dans la mesure où elles décidaient de s'assujettir à la loi sur les banques commerciales, ce qu'elles ont tous fait. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas juste de défusionner, c'est d'interdire certaines activités, en plus de socialiser. On pourrait décider, moi je serais prêt à défendre publiquement une étatisation complète du secteur bancaire, ça ne me dérangerait pas, mais je ne pense pas que c'est nécessaire dans un premier temps, mais ça se défendrait. C'est un service, mais c'est un service c'est un privilège de l'émission monétaire, puis la contrepartie, c'est un service aussi à l'économie, c'est pas un profit nécessairement. L'innovation financière, c'est toujours fait au détriment de la stabilité. Si on dit que le profit, c'est la récompense pour l'innovation, eh bien, l'histoire financière du capitalisme montre que l'innovation financière, c'est toujours traduit par de l'instabilité. Si on veut de la stabilité, on ne veut pas d'innovation financière. Si on veut de l'innovation financière, on ne veut pas de profit. Mais bon, on peut quand même dire qu'il pourrait y avoir un secteur privé, bancaire, qui pourrait exister, mais il faudrait un secteur public fort et structurant. Une réglementation beaucoup plus. J'ai de la misère à comprendre, mais on serait déjà actionnaire majoritaire dans les banques au Québec. Bien, au Canada. Au Canada. Comme Canadien. Comme Canadien. Puis où le pouvoir des capitalistes, quel pouvoir a les capitalistes? Parce que toi, comme salarié, ben toi, tu es un salarié, moi, je suis un salarié. Moi, j'ai décidé que j'étais... c'est des fiducies, OK? Une caisse de retraite, c'est une fiducie. Une fiducie, le principe d'une fiducie, c'est que moi, c'est une activité, et moi, je me mets en position de mineur dans cette activité, comme un enfant. Et je cède donc à un parent, un adulte, le droit, en fait, de gérer pour moi ce bien en mon intérêt. Parce que moi, comme mineur, je ne suis pas capable, je ne connais pas mon intérêt. Je ne suis pas capable d'agir en fonction de mon intérêt. C'est ça une fiducie. La loi de la fiducie, c'est comme ça. Donc, toutes les caisses de retraite, c'est des fiducies. Ça veut dire que les salariés sont des mineurs, des enfants qui ont donné à des gens sérieux, des adultes, qui connaissent la finance à Bay Street, le droit, ben c'est là qu'elle est, c'est là qu'ils sont les retraites québécoises, le droit de gérer pour eux, en leur intérêt, pour leur retraite, leur épargne. La Caisse de dépôt et de placement, c'est exactement comme ça. Donc, les gens qui siègent sur les comités, parce que les salariés ont quand même au Québec, contrairement aux autres provinces du Canada, les salariés, quand il y a un régime de retraite de plus que tant d'employés, il y a obligatoirement un comité de placement constitué de salariés, en partie et d'employés. Partie employé, partie employeur. Donc les salariés siègent sur les comités de placement. Ils ont leur mot à dire sur à qui on va donner, à qui on va sous-contracter la gestion de notre caisse, et c'est quoi les critères qu'on va leur imposer. Moi, je travaille beaucoup avec les comités de placement comme chercheur. C'est assez intéressant, mais il y a une affaire qu'ils se font expliquer par les gens qui les encadrent, ils sont encadrés par des juristes, on est là-dedans, c'est, écoutez, vous êtes là pour gérer, excusez le patriarcalisme, mais en bon père de famille, l'épargne. Vous n'êtes pas là pour prendre des décisions politiques, vous êtes là pour chercher le plus gros rendement possible avec le moins de risques possible. Alors, tant qu'on ne touche pas à ça, mais une façon de le régler, c'est de l'abolir complètement, puis de dire, écoutez, c'est fini ça, on va vers un système par répartition, on augmente, on crée donc la même fonction, moi je donnerais le même montant que je donne tous les mois, mais sauf que ça serait par
ça serait par répartition plutôt que par capitalisation. J'avais deux questions reliées à ça. Comment on pourrait assurer la transition vers la socialisation si c'est un choix qu'on prenait? Comment ça se ferait concrètement? Puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver au niveau international? Quel genre de dynamique ça pourrait créer, ça, tout est relié? Les grandes questions ici. Bien, vite, là, c'est Sébastien après qui va intervenir, mais moi je pense qu'une première mesure, ça serait, compte tenu de la position privilégiée des jardins dans l'économie québécoise, de se tourner vers Desjardins et de dire, tu veux être une coopérative, ben on va, OK. Une vraie. Une vraie. On va commencer à travailler. Donc ça, je pense que par une modification de la loi, agir au niveau des jardins. Ça, on peut le faire à partir du Québec, comme Oui. province. Ben oui. Ben oui, c'est ça l'avantage. On n'a pas besoin de passer par Ottawa. Après ça, la Banque nationale, la Banque Laurentienne, c'est deux banques qui... La Banque Laurentienne, j'ai regardé les actionnaires, là, il y a beaucoup de fonds spéculatifs de type hedge fund qui sont rentrés dans le capital de la Banque Laurentienne. Donc, je pense qu'il y a un move qui se prépare. La Banque nationale, c'est la banque du gouvernement du Québec. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec utilise la Banque nationale pour ses dépôts et pour ses chèques. Donc, on pourrait, s'il y en a une à nationaliser, c'est elle. Elle est déjà dépendante de l'État québécois pour son fonctionnement. Elle a un beau nom pour ça. La Banque nationale. Et donc là, on pourrait avoir une banque publique. Là, on pourrait commencer, à travers cette banque publique, à changer un peu de décor, à jouer sur des produits de crédit qui forceraient peut-être les autres à changer leur pratique, ou carrément à dire, bon, ben, cette banque-là va prendre une expansion, puis ça va devenir la banque dominante du Québec avec Desjardins. Ça peut être un... Maintenant, la réaction internationale, ça dépend jusqu'à où on va. Si on crée une monnaie, ben là, ça va être drôle à voir. Si on décide qu'il va y avoir la pièce à l'évêque, ça va être un l'évêque, là. Ça vaut combien l'évêque? Bon, mais là, ça va. Le dernier, il y a pas tout combien ça vaut. C'est sûr que là, ça va être quelque chose. Mais bon, à date, il n'y a pas un parti qui propose ça. Peut-être que ça va se poser. La particularité du Québec, c'est qu'on est dans un espace monétaire, on est très dépendant des États-Unis, fait qu'on serait peut-être pris avec un système un peu comme l'Équateur, où notre monnaie est une multiple du dollar américain ou est liée au dollar canadien. Je ne sais pas. Là, il faut voir. Sinon, les autres mesures, ben, ça serait des mesures d'ostracisation, de menaces de fuite des capitaux, comme d'habitude. Donc ça... c'est sérieux, oui, effectivement, mais comme c'est déjà tout à Toronto... Incluant la Banque nationale, donc, après ça, puis il y a la Caisse des dépôts et placements, on a la contrepartie du Québec, et là on est bien placé, on a le plus gros fonds souverain d'Amérique du Nord. Gros la Caisse des dépôts et placements. Si on vend l'aéroport de Londres, on est capable je pense, c'était quoi, on avait calculé ça, là, je vais dire n'importe quoi. Il faudrait que quelqu'un refasse le calcul. Mais je pense que si on vend nos placements immobiliers en Angleterre, incluant l'aéroport de Londres, je pense qu'on est capable de racheter toute la dette étrangère du Québec. Il y a eu un changement de mandat de la Caisse des dépôts et placements. Canary Wharf? On est dans Canary Wharf, on a l'aéroport on a Heathrow, c'est à nous. Vous saviez pas ça? Non. Heathrow, c'est la Caisse des dépôts et placements. On va conserver les tours de parole parce que j'ai 5 personnes qui peuvent potentiellement intervenir sur les... On a 10% de Talisman, les sables bitumineux, 5 5 corps. personnes qui n'ont jamais parlé encore. Oui. On va faire les premiers tours. Donc, il y avait madame Marie-Céline. Moi, c'était surtout la relation internationale. Si on avait un Québec souverain, on arrive avec quoi? Puis je voulais aussi que tu abordes la taxe Tobin. Je sais que c'était ça de la taxation financière. C'est ça la taxe Tobin. On ne pourrait pas le faire de toute façon individuellement. Il faut que l'ensemble quasiment de la planète puisse l'accepter. Oui et non. En tout cas, la taxe Tobin, moi je ne suis pas nécessairement pour parce que quand on taxe quelque chose, on décide c'est légitime. Si on dit qu'il y a un revenu d'État qui est rattaché à l'activité économique, on ne taxe pas le pot au Québec encore pour le moment, on ne taxe pas si on taxe, c'est qu'on dit que c'est légitime. Donc, dès qu'on crée une taxe Tobin, on légitime les flux monétaires internationaux. Maintenant, la faisabilité, il y a 3 systèmes de transfert de grande valeur. C'est bien beau de dire les marchés, puis ça se promène, puis il y a les paradis fiscaux, puis il y a les places offshore, puis il y a toutes ces... Mais tout cet argent-là, à un moment donné, elle passe dans un entonnoir qui est les systèmes de grande compensation, puis il y en a 3.
C'est facile de retrouver l'argent parce que ça passe nécessairement dans ces tuyaux-là. À moins que tu te prennes avec des valises, là, avec des pièces dedans. Mais sinon, si les transferts électroniques, il y a 3 systèmes qui marchent. Ces 3 systèmes-là sont connus, sont surveillés par la Banque de règlements internationaux en particulier. Donc, ça serait possible de taxer ce qui se passe dans ces tuyaux-là. Mais moi, avant d'aller vers la taxe Tobin, j'aimerais plutôt en enlever. Il y en a le taux entre les transactions sur devises et les marchandises, c'est du 100 pour 1. De 100 d'activité du marché d'échange pour 1 d'échange de marchandises réelles. Donc là, avant de faire la taxe Tobin, ça serait juste déjà de voir comment on peut éliminer une grande partie des transactions. Mais ce serait sur la fuite des capitaux aussi qu'on pourrait agir? Bien, les fuites des capitaux, là, il faudrait agir aussi. Il y a des États. Le problème avec le Québec, c'est qu'on n'a pas notre monnaie, donc on barre. Mais il y a peut-être des mesures qui peuvent être faites, effectivement. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a. La plus grosse fuite des capitaux, ça serait que la Caisse des dépôts et placements s'en aille. Mais si elle ne s'en va pas, puis si au contraire on rapatrie, bien là on vient de faire le contraire d'une fuite des capitaux. Ça, il ne faut pas oublier ça. Si on déplogue la Caisse des dépôts et placements de la Bourse de Toronto, là, ça va faire très mal. Je vais redire des chiffres. 8% de Talisman, Suncor, le gros joueur sur les sables bitumineux, on a 6% ou 7% de la capitalisation Suncor. On est très présent dans le sable bitumineux, on est très important financiers. Donc, c'est sûr que si on sort de ça, on redirige nos capitaux, on est capable de... Donc, on pourrait avoir notre bourse aussi au Québec? Bon, oui. On l'avait avant. On n'a pas besoin d'avoir de bourse non plus. Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que ça nécessiterait... Je compte les bourses. Non, mais est-ce que ça nécessiterait une bourse obligatoire? On peut dire on pourrait au contraire dire que le privilège de la personnalité morale de l'entreprise au Québec vient avec l'obligation d'être une coopérative de solidarité ou une entreprise sans but lucratif. Moi, c'est ma position à moi. Je suis peut-être un peu radical. C'est-à-dire qu'une entreprise à but lucratif n'a pas le privilège de personnalité morale. C'est que l'entreprise soit à responsabilité limitée et qu'elle ait les droits de contracter à son propre titre. Sinon, c'est ta personne, c'est à ton nom. Tu sais, quand on dit « je suis incorporé », il y a une différence entre l'entreprise et toi au niveau des poursuites, au niveau... Ça, c'est un privilège. Moi, je dirais, si tu veux faire ça, tu as une responsabilité envers la société. Puis la responsabilité, ça serait plus non lucratif, au BNL ou coop de travail solidaire. Sinon, bah, il y a pas Minnesota. C'est ma position, mais... Sébastien? L'entreprise individuelle, ça, c'est correct. Moi, première des choses, je trouve ça particulièrement important la discussion qu'on a là, parce que dans notre programme, à l'enjeu 2, on n'a pas pris position sur la question de la finance, puis on s'en va là, puis là, on survole, mais il va falloir qu'on sache où est-ce qu'on atterrisse un jour. Il va falloir y réfléchir, non seulement pour quel projet de société on veut, mais aussi on va se placer on va être les seuls au Québec à avoir des positions probablement du style qu'on a. Donc, c'est vraiment une réflexion très importante. Moi, ce que je comprends, première des choses, la question de la monnaie québécoise et de la Banque centrale, on n'embarque pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est absolument incontournable, il faut y revenir. Sur la question de la nationalisation, la compréhension que j'ai de la Banque nationale, c'est qu'on peut aller vers une nationalisation de la Banque nationale qui est déjà une sorte de banque qui fait de l'argent en faisant des transactions du gouvernement. C'est comme une sorte de privatisation partielle, parce qu'ils font d'autres choses aussi, mais c'est comme une privatisation partielle des services de comptabilité du gouvernement. Une fois qu'on a dit ça, par ailleurs, il y a des jardins qu'il faut vraiment réglementer pour vous donner un rôle, entre autres, dans le développement régional. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, qui me semble absolument incontournable, Fonds de solidarité de la FTQ. Gros joueur, incontournable, en croissance importante, qui est très dépendant du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide jusqu'à quel point il donne des privilèges à ceux qui cotisent à la FTQ. Donc, c'est les cotisations, ça nous. Et le Fonds de solidarité de la FTQ, comme la Banque nationale, puis la Caisse de dépôt, puis Desjardins, eux autres aussi participent à la financiarisation mondiale, puis à déstabiliser les pays du Sud, et puis à faire d'autres choses comme ça. Donc, il faut vraiment réglementer ce fonds-là, mais surtout, et là c'est sur la question des retraites, je pense qu'on a déjà des positions là-dessus. Sur les retraites, il faut dégonfler la balloune, c'est-à-dire il faut augmenter le système de cotisation au régime des rentes
augmenter ce qu'on va recevoir en intérêt aux régénérantes. Là, de cette façon-là, on va être moins forcé à avoir des fonds de retraite parallèles. Alors là, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose d'important sur lequel je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais si et seulement si on change le mandat de la Caisse, parce que si la Caisse continue à servir de ça pour acheter des aéroports en Europe. Absolument. Donc vient le réalignement de la Caisse. Et là, je n'interromps pas trop longtemps pour arrêter, mais Parizeau, déjà, on peut avoir beaucoup de divergences avec lui, mais quand il a prévu son plan pour l'indépendance du Québec, en bon vieux keynésien, là, il avait prévu le coup de l'exode des capitaux. Puis il y avait déjà son plan avec la Banque nationale, Desjardins, la Caisse de dépôt, puis le Fonds de solidarité. Puis il rapatriait, s'il y avait un titre de capitaux, il y avait un mécanisme de contrôle et de rapatriement de capitaux. On a plein d'argent, notre argent est investi ailleurs. Fait que si on fait l'indépendance, on veut se mettre à mettre des politiques sociales, à confronter la finance internationale, on n'est pas avec des outils en monde. Puis notre épargne, là, on a déjà plein de mécanismes sous contrôle direct ou indirect de l'État québécois qui nous permettent d'avancer. Donc, en tout cas, puis, ben là, ça, il faut que ça soit complété avec la taxe urbaine et les paradis fiscaux. En ayant la Banque nationale puis la Caisse de dépôt, ça, j'ai pas compris comment ça se fait, ça serait peut-être ma question, mais la dette du gouvernement du Québec, jusqu'à quel point elle est déjà contrôlée par la Caisse de dépôt? Moi, je pensais que la Caisse de dépôt, c'était fondamentalement des choses comme les retraites des fonctionnaires, puis les fonds, genre la SAQ, des choses comme ça, mais je pensais pas qu'ils finançaient la dette du Québec du gouvernement avec ça. C'est pas ça, il y a une différence entre le passif et l'actif. Oui. Donc le passif de la Caisse des dépôts et placements, c'est ce que tu viens de dire, les dépôts de SAQ, les caisses de retraite du secteur public. Ça, c'est une façon que Parizeau a pensé pour créer une base puis donner une profondeur aussi au capital que gérait cette entité-là. Pour lui, hein, c'était, à l'époque, il pensait vraiment que c'était pour être la prochaine, quand on ferait l'indépendance, c'était pour être la Banque centrale. Et la base de l'émission monétaire de la Banque centrale, c'était l'épargne collective détenue par cette entité-là. C'était ça son plan, lui, à l'époque. Mais bon. Là, sauf que ça, c'est l'actif de la Caisse des dépôts et placements, à l'origine, donc c'est placement à elle, parce que là, elle reçoit les dépôts des cotisants. Là, elle prend ça, puis elle garde pour ça juste pour elle. Après ça, elle répartit ça, elle va placer ça. Donc, à l'origine, c'était la dette du Québec et la dette d'Hydro-Québec en particulier. Pour lui, c'était important d'utiliser la Caisse comme levier de financement pour l'expansion d'un secteur public productif. C'est ça son idée aussi, puis ça, c'est pas bête, ça. C'est-à-dire, on peut soutenir un secteur public productif dans la mesure où Et donc, il y avait une viabilité, parce que c'est pas juste des dépenses non productives, là, il y a des dépenses productives qui rapportent finalement des rendements. Mais à partir des années 80, il y a une nouvelle philosophie. La Caisse des dépôts et placements vise à consolider un Québec Inc., une bourgeoisie nationale. Alors, on se lance dans le soutien des entreprises, ou d'empires même québécois. Puis, à partir des fin des années 90, avec Rousseau, nouveau changement, la Caisse se tourne vers la pure recherche de rendement, et donc sa politique, c'est d'aller vers les marchés les plus spéculatifs. Et donc là, les capitaux de la Caisse des dépôts et placements sortent du Québec et s'en vont en Europe, s'en vont beaucoup en Alberta. On est vraiment... Si la Caisse attire ses billes de l'Alberta doit se virer de bord vite Saint-Hyacinthe parce qu'on est extrêmement important dans le financement des entreprises qui sont présentes en Alberta dans les centres vitivinicole. Les Chinois vont les aider. Oui, les Chinois vont les aider. Et donc, la dette québécoise n'est pas vue. Alors, la dette québécoise, maintenant, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était autour de 82-83% détenus au Québec et le reste à l'étranger. C'est pas un gros problème. La dette québécoise. C'est pas un gros problème. Il me restait 3 interventions au premier tour. Donc, c'est sûr que là, la prochaine est à 14 hectares. Ça va ça. Il y aurait en arrière, Ça a été répondu. OK, Véronique. Oui, bien, moi j'ai 2 questions. Ça va peut-être m'aider à comprendre si j'ai bien compris la patente. La première, c'est, j'aimerais ça avoir un exemple d'un pays qui aurait justement nationalisé ses banques dernièrement. Puis comment ça a procédé? Parce que là, vous avez parlé qu'on détient un 50 %, mais je comprends mal comment on va nationaliser quand même cette banque-là au Québec. C'est-à-dire que l'État achèterait comme pour des milliards.
c'est comme je comprends, même s'il y a une partie qui nous appartient, je comprends mal comment on achète l'autre partie, l'État, là, parce que tu sais, c'est ça que le monde, ils vont nous demander quand on va mobber là, sur la nationalisation des banques. Là. Fait que c'est ça, puis je saurais pas quoi répondre. Puis là, s'il y avait un exemple de pays qui l'a fait dernièrement, on pourrait dire, ouais, tel pays l'a fait, puis ils ont fait ça a pas... Les États-Unis ont nationalisé leur banque, l'Angleterre a nationalisé leur banque pendant la crise, mais, en grande partie. C'est-à-dire qu'elles ont tout simplement acheté les actions à un prix fixé par la loi. C'est ça, nationaliser. C'est une expropriation. C'est un prix fixé par la loi. Tu as une loi qui passe qui dit que les actions de telle entité, toutes les actions en circulation de common stock, valent tant et seront achetées par le gouvernement et doivent être remises en dedans de tant de temps. Fait que c'est nous qui déciderait le prix des banques qu'on va acheter? Oui. Ouais. Okay. Les coms, la Banque nationale, c'est plus complexe. La Banque nationale, c'est plus complexe, parce que j'ai pas ici, en fait, j'ai juste pas les actions devant moi, là. Mais mettons, tu prends comme la Banque Royale, là, OK? Le premier, 42% des actions de la Banque Royale appartiennent à des gestionnaires d'investissement. Les gestionnaires d'investissement gèrent l'argent des caisses de retraite. Donc, tu as 42% en partant du capital, que si tu dis on l'achète, c'est un transfert. Je veux dire, si tu prends d'une main, tu la donnes à l'autre main. Là. Mais tu rachètes, comment tu fais? Ben, l'action vaut tant, mais tu dis on l'achète à tant dans le marché. Puis on la finance comment, cette acquisition-là? Ben, on la finance en émettant une obligation. Donc en fait, une des façons les plus faciles, c'est tout simplement que chaque détenteur d'action reçoit en échange un nouveau papier qui est une obligation qui rapporte pour les 10 prochaines années de temps. C'est tout. Mon autre question, vous avez utilisé le terme socialisation au lieu de parler de nationalisation. Donc, est-ce que c'est parce que vous pensez à une gestion par le peuple de la banque comme plus démocratique qu'une nationalisation traditionnelle? Puis, ça ressemblerait à quoi, justement, une gestion par le peuple d'une banque? C'est des CA avec des... Je comprends pas. La socialisation, moi, je parle de deux niveaux de socialisation. La socialisation de fait et la socialisation de droit. La socialisation de fait, c'est dire que les banques appartiennent déjà à la société par le biais de l'épargne collective. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, si on nous dit, si mon grain dit, une gang de malades, vous allez voler... non, on va pas. Ça nous appartient déjà par nos caisses de retraite. Ça, c'est un argument idéologique. C'est sur le plan de la culture, de dire aux gens, écoutez, c'est déjà des... Puis les banques, là, l'Association bancaire du Canada, elle défend à tout prix dans les médias ses profits en disant, oui, mais nos banques au Canada appartiennent aux Canadiens. On est le pays où les banques, l'actionnariat des banques est le plus diffus dans la société. Ça appartient aux ménages canadiens. Et donc, quand on fait des dividendes, ça retourne aux Canadiens. Mais ce discours-là, il faut leur virer contre eux et dire, ah, ben là, d'abord, si vous appartenez au peuple, ben, le peuple, il peut décider comment vous nous appartenez. Vous pouvez nous appartenir privément ou vous pouvez nous appartenir collectivement par le biais de l'État. Donc ça, pour moi, c'est le débat sur la socialisation de fait. C'est-à-dire qu'on a déjà, par nos caisses de retraite, on a déjà exproprié la classe de riches de Westmount qui était avant les actionnaires des banques. Maintenant, socialisation de droit, ça serait de penser là exactement ce que vous dites, mais moi je pense que pour faire ça, il faudrait commencer par une pratique exemplaire. La réforme de Desjardins, ça en est une façon de le faire, puis l'autre façon, ça serait par la création d'une banque, la Banque nationale, d'essayer d'implanter un nouveau modèle de gestion de la Banque nationale. Mais je pense que Desjardins nous offre peut-être une plus grande prise sur cette problématique-là, parce qu'il y a déjà des structures en place, il y a déjà une culture de la représentativité, il y a déjà une certaine emprise démocratique sur laquelle on peut établir. Même si on est loin là, du compte, là, comparé à il y a 50 ans. Donc c'est ça, ça serait maintenant. Concrètement, après la poutine de ça, c'est ça. Vous allez avoir de la job sans prendre le pouvoir. Oui.